Salut à tous, j'aimerais ça vous raconter une petite histoire qui j'espère va vous intéresser ce soir. J'ai ma voisine qui il y a quelques temps m'a laissé plein de livres. Donc quand j'ai emménagé à sa place, parce qu'elle était là où je suis, elle nous a laissé plein de livres. Donc il y en avait plein là, sur le développement personnel, sur la cuisine, sur la religion, sur le bricolage, il y avait tout et tout rien. Ma voisine, c'est une femme à l'ancienne, hein, une femme forte, du caractère, religieuse, avec des valeurs, des principes, et très instruite, très éduquée, qui lit beaucoup, qui est très curieuse de choses, puis une certaine sagesse. Hein. C'est sûr que proche de 90 ans, elle vient de se faire remplacer la hanche, puis elle gambade, elle va bruncher avec ses amis, puis toujours la petite parole positive le matin quand on la croise. Bref, elle est géniale. Donc elle m'a laissé plein de livres. Moi j'aime lire, hein, peut-être pas autant que ce que j'aimerais, mais j'adore lire. Genre, je lis souvent, je lis beaucoup, je trouve. Et puis, mais force est de constater que j'ai manqué de place, donc il fallait que je me débarrasse de livres. Donc j'ai fait des tonnes de boîtes, je sais plus combien de voyages j'ai fait pour déposer les livres qu'elle m'avait laissés. Puis les livres de développement personnel que j'ai triés, parce que j'aime ça, mais tu sais, à un moment donné, tu fais vite le tour, quoi. C'est toujours les mêmes choses. Il faut se faire confiance, faut s'en foutre, il faut vivre au jour le jour, faut vivre le moment présent, etc. C'est des conseils un peu aléatoires, pas concrets. Donc j'en ai ramassé plein, puis là, j'ai pas eu le temps de regarder. Bref, j'ai pas trié tout. Je vous le cache pas. Puis à un moment donné, je me déplace, puis là, je vois un livre tomber par terre. Donc je prends ce livre-là, je dis, bon, il est tombé de la boîte, je le mets un peu plus au fond de la boîte. Je me redéplace avec, il retombe par terre. Je l'ai mal rangé, donc je le remets comme il faut. En déplaçant le livre dans ma voiture, il retombe par terre, mais cette fois-ci, il s'ouvre comme ça, face au sol. Quand je le tire, je le récupère par terre, j'ouvre. Par curiosité, je vois à quelle page il est ouvert, parce que je me dis, c'est quoi ce livre-là? Et il tombe exactement sur un espèce de dilemme que j'avais à ce moment-là. Et puis, ça pique ma curiosité énormément parce que tu as un dilemme qui te trotte dans ta tête depuis quelques jours, semaines, mois. Là, ça tombe dessus, tu es comme waouh, tu sais. Donc, voyez-y un signe du destin, l'univers, la grâce, peu importe quoi. Je sais pas si c'est moi qui interprète des signes, en tout cas, bref, ça dépend plus ou moins, si vous êtes plus ou moins ésotérique, croyant, bref, peu importe. Ça m'a piqué ma curiosité. Et j'ai recommencé le livre à zéro, puis je l'ai lu, je l'ai dévoré complètement. J'avais hâte de savoir la suite, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Et à la fin du livre, je l'ai recommencé pour prendre des notes, tellement le livre était fort. Donc j'aimerais ça vous partager un petit peu ce livre-là, en espérant que ça va vous intéresser. C'est un psychiatre qui a écrit ce livre-là. Et lui, après, je pense, 25-30 ans de thérapie avec des patients, il a fait une liste de 4 choses qu'il remarquait que les gens avaient des problèmes et que selon lui, ces 4 choses-là étaient le centre de tous les problèmes que les gens avaient, outre les maladies mentales, parce qu'il y a des choses, des troubles, je ne suis pas un spécialiste là, mais des troubles ou des maladies mentales, génétiques ou qui sont causées par des événements à la naissance, etc. Il explique juste, s'il fait abstraction de ça, il voit quand même des récurrences. Donc surtout 4 grosses choses, 4 gros problèmes que les gens ont, qui selon lui, s'ils étaient un peu mieux traités, résolus, adressés, les gens auraient moins de problèmes. Et certainement que bon, il y aurait eu moins de travail aussi, bref. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que je trouve, étant entraîneur, tu essaies d'emmener une personne d'un point A à un point B. Donc, normalement, un entraîneur, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse la personne. Comme ma vision de l'entraînement, c'est que tu analyses une personne selon son objectif et selon ton évaluation. Tu détermines des points forts et des points faibles et tu essaies de trouver le bon exercice à prescrire dans le bon format, dans un bon timing, dans une espèce de continuité avec une espèce de périodisation pour emmener la personne à vaincre ce maillon faible de sa chaîne qui la limite. Ça peut être une blessure, ça peut être un manque de performance, de vitesse, de puissance, d'amplitude, bref, peu importe, une douleur, peu importe quoi. Mais des fois, la blessure, elle vient de la tête.
quand tu essaies de faire perdre du poids à quelqu'un, quand tu essaies de vaincre des croyances, des pensées limitantes, des paradigmes, etc., ça vient souvent de la tête en fait. Et puis c'est pour ça que, même si on n'est pas formé là-dedans, il y a des personnes comme ça que on remarque que le principal frein, il vient du cerveau. Donc on s'intéresse quand même à ça, même si on n'est pas travailleur social, on n'est pas non plus psychologue, ni psychiatre, etc. Mais quand moi je lis un livre là-dessus, ça m'intéresse, quoi. Donc voilà, je vais vous parler des 4 choses qu'il avait vues dans ce livre. La première chose, c'est que les gens sont, selon lui, ne sont pas capables de retarder la satisfaction. Quand tu fais un investissement, santé, financier ou peu importe quel investissement, je vais parler plus santé parce que c'est plus mon domaine, tu sais, quand tu vas au gym, même si tu aimes ça t'entraîner, il faut se le dire, c'est inconfortable, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, c'est de l'investissement qui va être payant plus tard. Mais pas sur le court terme là. Donc il faut être capable d'apprécier que j'investis quelque chose, du temps, de l'argent, de l'énergie, pour avoir une satisfaction plus tard. Selon lui, à l'enfance, à l'adolescence, on est capable, l'humain serait capable psychologiquement d'avoir cette capacité de retarder la satisfaction en posant les pour et les contre. Donc tu viens un ado, je te donne 500 $ aujourd'hui ou 1500 dans un an. Quelqu'un qui a un moindrement de jugeote va dire 1500 dans un an. Il y a certaines personnes qui ne sont pas capables de faire ça, de retarder. Ils veulent vivre une jouissance tout de suite, puis ça c'est problématique. Selon lui, parce que c'est pas juste le comportement, c'est la façon de penser de cette personne-là qui va entraîner une multitude d'actions, de gestes, de pensées qui vont amener des troubles, okay? Enfin des troubles dans ses relations, avec l'argent, avec les gens, etc. Bon voilà, première chose. Donc retarder la satisfaction. La deuxième chose, c'est faire la victime. Ça veut dire de refuser d'assumer les responsabilités de ses actes. Quand tu fais quelque chose de pas bien dans la vie, il faut dire j'ai eu tort, pardon, je suis désolé, veuillez m'excuser, j'ai eu tort, je vais travailler pour pas que ça recommence. Assumer sa responsabilité, ça veut dire il y a des conséquences à chaque action qu'on fait et il faut les assumer. Il ne faut pas dire c'est la faute des autres, j'ai pas le temps, c'est pas ma faute, c'est la faute du voisin, c'est la faute à mes parents, etc. À un moment donné, à l'âge adulte, on devrait être capable, selon lui, d'assumer sa part de responsabilité dans ce qu'on fait et ce qu'on n'a pas fait pour passer au niveau supérieur. Donc, personne n'oblige personne à manger une crème glacée, à boire un 7e verre de vin, à boire une 14e bière, à manger du dessert tous les soirs, à choquer l'entraînement, à dire non à soi pour oui à quelqu'un d'autre, à s'obliger à dire oui. Ça c'est des bébés qui font ça et qui n'ont peut-être pas les ressources, mais normalement un adulte serait capable de faire ça. La deuxième chose. La troisième chose, c'est de pas être capable de gérer les sphères de sa vie, parce que il faut être capable d'équilibrer entre le travail, le loisir, la famille, etc. C'est cet équilibrage-là entre les gens, entre les sphères chez les gens, entre les sphères de sa vie qui est problématique. Donc, des fois, il y a certaines personnes qui mettent trop d'énergie, d'argent, de temps dans une sphère de leur vie pour négliger celle des autres. Donc, cet équilibre-là, ce manque d'équilibre entre les sphères de la vie cause énormément de problèmes. Pourquoi les gens font ça? Encore une fois, moi, je ne suis pas psychologue, psychiatre. Il y a multitude de raisons pour ça, comme les autres problèmes que j'explique depuis tantôt. Mais c'est un des 3 problèmes qu'il voit. Donc imaginons quelqu'un qui est spartiate, qui est intense en entraînement, qui s'entraîne toute sa vie, est tournée vers l'entraînement, puis il néglige sa famille, c'est pas bon. Le travail, c'est pareil. Pareil, les amis, si je sors tout le temps, je partais, etc., mais que je néglige ma santé, je néglige mon travail, ça ne va pas. C'est cet équilibre-là qui est dur à trouver pour tout le monde. Hein. Pour chaque adulte, c'est un combat constant, mais il faut essayer de s'appliquer à le trouver. Et la 4e chose, c'est se consacrer à dire la vérité. Selon l'auteur, il y a 2 types de mensonges. Il y a des mensonges qui sont faits pour protéger l'autre. Donc une personne, on essaie de dire un mensonge qui est plus pour protéger l'autre personne que pour se protéger soi. Ça, à la rigueur, ça reste un mensonge selon lui, mais c'est un mensonge
voluptueux, c'est pour protéger l'autre. C'est pas conseillé, mais ça reste passable. Sauf que le mensonge, quand c'est dit pour se protéger soi, c'est-à-dire qu'on omet de dire des détails. Tu vas voir quelqu'un pour t'aider, mais tu lui dis pas que tu fumes, tu dis pas que tu bois, tu dis pas que tu as cheaté, tu dis pas que tu as eu des pensées obscures à certaines personnes, etc. Tu dis pas que tu n'as pas eu le temps, tu as volé, tu dois de l'argent aux gens. C'est la vérité, ça veut dire pas avoir de dette, regarder les gens dans les yeux, parce que est-ce qu'il y a quelque chose de pire que de marcher dans la rue et pas être capable de regarder tout le monde dans les yeux? Ça, c'est pas génial. Donc quand si ces gens autour de vous disent des mensonges, mais que vous êtes sûr de ce que vous avez dit comme vérité, il n'y a rien à porter, quoi. C'est léger. Quand on porte un mensonge, c'est lourd. Puis à l'entraînement, c'est pareil, quoi. Si tu dis à ton entraîneur ou à ta nutritionniste, j'ai tout fait comme il faut, je suis sûr d'avoir tout fait comme il faut, la personne ne trouve pas le problème, ça fausse la réalité, puis ça fausse tous ces petits mensonges par omission, pour se protéger l'ego, protéger tout ça, ça emmène à l'autre problème, puis ça, c'est pas bon. Parce que ça fausse la réalité des relations, ça fausse la réalité des résultats, ça fausse beaucoup de choses. Si tes parents t'ont donné 1 million en partant dans la vie, et que tu essaies d'enseigner aux gens comment faire devenir riche, alors que toi, tu n'as pas travaillé vraiment pour devenir riche, tu as placé ça, puis là, tu vis ça, puis là, tu dis aux gens que tu as fait de la crypto-monnaie, c'est pas correct. Si tu as été naturellement doué pour faire quelque chose, mais tu essaies d'expliquer aux gens qui sont pas doués pour comment y arriver, c'est pas correct non plus. Donc c'est tous ces petits mensonges-là, plus ou moins gros, il y en a d'autres, hein, mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, qui sont difficiles, parce que, qui sont pas corrects, qui sont difficiles à porter des fois, et qui sont pas corrects parce que ça fausse la réalité des gens autour de vous, et des relations, et des résultats, etc. Donc voilà les 4 choses, selon l'auteur, qui sont à éviter. J'ai adoré ce livre-là, voilà, si ça vous intéresse, je te mettrai un petit message, je vais vous expliquer, je vais vous renseigner c'est quoi le livre. En attendant, voilà, merci beaucoup. Bye.